Je relance en enregistrement et je vous remets le tableau. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, pardon. On n'a pas les volumes, il faut juste faire une petite transformation ici pour faire apparaître les données. On a la pression ici qui vaut 10 bars. Et donc, on va utiliser en fait la loi du gaz parfait pour dégager les volumes ici et faire apparaître les températures et les pressions. Ici, on a V qui vaut nRT sur P. Et donc, comme là, vous avez la même température au début et à la fin, quand vous allez faire V1 sur V0, ça va donner en fait P0 sur P1. Et donc, on va trouver que le travail, c'est moins nRT0 ln de P0 sur P1. Voilà. Et là, on peut faire l'application numérique. Je vais la faire. Puis, on va donner la valeur de la chaleur reçue aussi en suivant. Hop, alors. Donc, n est donné, hein, c'est 1. Regardez bien l'énoncé, souvent, c'est indiqué. Ça peut être des informations qu'on rate. Température T0, 293. Et ln2, donc c'est 1/10. Voilà, et donc moi je trouve moins 5,6 kJ. Pardon. Pardon, j'ai oublié le signe moins. Oui, j'ai oublié le signe moins, excusez-moi. 5,6 kJ. Et donc Q, qui vaut moins W, hein, d'après le premier principe ici, ce sera moins 5,6 kJ. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau des signes, on peut un peu vérifier ce qu'on a. On a un gaz qui est comprimé. Quand on comprime un gaz, que son volume diminue, il reçoit du travail systématiquement. Donc, on a quelque chose de positif, c'est cohérent avec ça. Et on a une chaleur reçue qui est négative, ce qui veut dire qu'en fait, le gaz donne en réalité de la chaleur à l'extérieur. Et c'est ce qu'on avait pressenti tout à l'heure. Hein, je vous avais dit, quand on comprime le gaz, il va se réchauffer. Et donc, pour revenir à la température de l'atmosphère, il va donner de la chaleur à l'atmosphère. L'atmosphère étant tellement grande, elle a beau recevoir de la chaleur, sa température ne variera quasiment pas, de manière quasiment négligeable. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Hop, je vais la discussion. Voilà. Bon, c'est un petit peu le bazar, hein, mais voilà, c'est à peu près ce genre de choses qu'on va faire à chaque fois. Si on regarde la question suivante, on fait exactement pareil, à la différence près qu'on a une transformation qui est brutale. Ça a coupé? Non. Non, je crois pas, pardon. On a une transformation qui est brutale. Alors, hop, si je me rajoute une nouvelle page, petit b. Pour une transformation brutale, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Le travail, ça va être avec Px. Oui, c'est ça. Anti-SPX, ouais, c'est ça, exactement. Léa dit adiabatique. Non, pas pour la question B. Hein. On est à la question B, on n'est pas à la question 2 encore. Donc effectivement, hein, ceux qui ont répondu, c'est ça. C'est l'expression du travail qui change uniquement. Donc c'est pour ça que vous allez voir que c'est hyper important de préciser si c'est quasi statique là ou brutal. Ça va conditionner l'expression du travail. Donc là, qu'est-ce qui change? Le travail, c'est moins intégrale de Px dV cette fois, entre l'état 1 et l'état 2. Alors là, on sait que ça va être constant, donc on va intégrer directement sur les volumes. Et le Px, on nous le donne, on nous dit que c'est 10 bars. Et en pratique, on va le voir dans l'exercice d'après, la pression extérieure, c'est quasiment toujours la pression finale. Donc ça va valoir moins Px. On sort de l'intégrale, et comme on intègre dV entre V1 et V0,
Ça fait V1 moins V0. Et voilà. Du coup, on va transformer les volumes comme tout à l'heure en disant nRT sur P. Donc ça va faire moins P ext. Alors nRT, c'est le même pour les deux états, hein, état initial et état final. Donc c'est nRT 0, je le mets en facteur. Et donc là, il va me rester 1 sur P1 moins 1 sur P0. OK. Et V1 nRT1 sur P1, P0, nRT0 sur P0. Et là, si vous le souhaitez, bon, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez rentrer le P extérieur à l'intérieur, ici. Hein, P extérieur, c'est 10 bars, c'est comme P1. Donc là, vous pouvez mettre P1. Et vous pouvez le rentrer à l'intérieur pour simplifier un petit peu. Rentre aussi le signe moins. Et ça va donner nRT0. Il va rester P1 sur P0 moins 1. Okay, donc le moins me change des signes. P1 sur P1, ça fait le 1. P1 sur P0, c'est le terme qui est là. Voilà. Alors, ce qui ne doit pas changer, c'est le signe du résultat. On va toujours trouver quelque chose de positif parce qu'on a toujours un gaz qui est comprimé. On va le faire. 1 fois 831 fois la température 293. Et P1 sur P0, ça fait 10. Moins 1. Et là, je trouve 22 000 kJ. 22 000 joules, pardon. Donc 22 kJ. Et donc la chaleur reçue, moins 22 kJ. Donc vous voyez ici, on part du même état initial, on arrive au même état final, mais le fait d'avoir fait une transformation brutale et pas quasi statique a complètement changé la valeur du travail reçu par le gaz. Ce n'est pas une petite variation, hein. Vous voyez qu'on est passé de 5-6 kJ à 22, donc c'est énorme comme différence. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Voilà. Bon, après pour le traitement, hein, c'est à peu près pareil. Si je passe à la question 2. Alors, question 2, là, on change un peu de situation. On nous dit quoi? On nous dit que le cylindre est maintenant calorifugé et pas colorifugé. Donc, il empêche les échanges thermiques. On comprime de manière brutale le gaz, toujours sous une pression de 10 bars. Déterminer son travail reçu et la température finale. Donc, on va refaire le même genre de petit schéma, c'est-à-dire qu'on a notre état initial qui est à P0 égale 1 bar, T0 égale 293 K, quantité de matière N. On a une transformation, on nous dit qu'elle est brutale. Elle nous amène dans l'état final P1 égale 10 bars, T1 égale, on n'en sait rien, et une quantité de matière qui vaut toujours la même chose. Comme tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut qualifier cette transformation? Isobar, isotherme, isocore, adiabatique, etc. Alors, est-ce que c'est toujours isotherme? Non. Non, c'est plus isotherme. Hein. Maintenant, je vais y arriver. Maintenant, on a cette paroi ici là qui a été isolée, qui empêche le transfert thermique. Et c'est ce transfert thermique qui permettait au gaz de se refroidir à l'intérieur et de revenir à la température T0. Donc, on ne va plus avoir quelque chose d'isotherme. Par contre, qu'est-ce qu'on a à la place? On a, oui Cassandra, c'est ça, on a une transformation qui est adiabatique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va appliquer le premier principe, on va avoir delta U égale W tout seul. Le Q est nul. Et donc là, on voit que c'est ça qui va nous permettre de calculer la température finale. La température finale, elle va être contenue à l'intérieur du delta U ici. Le calcul du travail, c'est une transformation brutale sous une pression de 10 bars. Donc ça va être un peu la même chose que dans l'exercice précédent. Alors allons-y. Je vais calculer le travail dans un premier temps. Donc W, c'est moins intégrale de P extérieur dV
La pression extérieure, c'est 10 bars, c'est P1, donc je la sors et j'écris moins P1 directement. Intégrale de dV entre l'état 0 et l'état 1. Ce sera en fait entre V1 et V0. Donc ça fait moins P1, V1 moins V0. Voilà. Alors attention par rapport à la question précédente, la température n'est plus la même à l'instant initial et à l'instant final. Donc on ne va pas pouvoir la factoriser. Donc, ça va nous donner quelque chose d'un petit peu différent. Là, ça va faire moins P1. Avec la loi du gaz parfait, le volume V1, ce sera N R T1 sur P1. Et dans l'état initial, la loi du gaz parfait, ce sera moins N R T0 sur P0. Voilà. Et là, on ne peut pas faire beaucoup plus. L'énergie interne, on l'a vu tout à l'heure. Ce sera delta U égale CV delta T. Avec CV, alors il n'est pas donné là, mais on me donne le coefficient gamma. Donc c'est NR sur gamma moins 1. Je vais le calculer numériquement à part, comme ça on l'aura sous les yeux. Donc c'est 1 mol fois 8,31 divisé par 0,4. Ça fait 21 joules par Kelvin. Okay, donc 21 joules pour augmenter la température du gaz d'un Kelvin ou d'un degré. Voilà, donc ça fait CV T1 moins T0. Et donc on a, d'après le premier principe, une égalité entre ça et ça. Et donc là, pour avoir la température finale et la valeur du travail qui a été reçu par le gaz, il faut isoler la température T1. Donc il faut y avoir un petit peu de calcul, mais ça se fait très bien. T1 moins T0 égale... Alors je vais développer ici, quand je vais écrire le W, donc ça va me faire moins NRT1. Et ici, il va me rester plus NR P1T0 sur P0. Et donc, on va isoler T1. Donc, T1 facteur 2. Donc là, j'ai le CV. Ici, quand je vais passer, je vais avoir NR égale. Donc là, je vais avoir CV T0, le terme qui est ici que je passe là. Et il me reste NR P1T0 sur P0. Voilà, bon, c'est un peu le bazar. J'aurais pu l'écrire de manière un peu plus jolie, mais ici, on ne va pas trop s'embêter. NR P1T0 sur P0, le tout divisé par CV plus NR. Voilà, bon. Encore une fois, c'est un peu laid, mais ça ira. Voilà. On va faire l'application numérique. Donc, les applications numériques en thermo, c'est hyper important. Ça permet vraiment d'avoir ces résultats et d'avoir une idée de la justesse des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, 21 fois la température initiale, plus, alors ensuite on a un gros truc, 2 fois 8, 31. Pression de P1, donc c'est 10 fois 293. Voilà. Et on divise ça par CV plus NR. 21 plus 31. Voilà, je trouve 1041 Kelvin. « 1040 K. Oui, c'est énorme. Hein. Si je ne me suis pas trompé sur mon application numérique. J'ai pas l'impression. Du coup, que vaut le travail? Eh bien, le travail, on l'a ici. Donc, il suffit de faire l'application numérique avec ce qu'on vient de trouver pour avoir le résultat.
Et donc là, ça donne quoi? Ça va donner 831 fois 293 fois 10 moins 831 fois 1040. Je trouve 15,7 kg. Voilà. Donc voilà pour cet exercice. Donc encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire ici. On a un travail qui est positif parce qu'on a une compression du gaz, et puis on a un échauffement. Alors l'échauffement va paraître important. On est parti de 293 K, on a comprimé 10 fois. On a augmenté 10 fois la pression. Alors le volume a baissé un peu, donc on ne peut pas dire qu'en comprimant 10 fois, on augmente d'un facteur 10 la température. Mais vous voyez que si on avait augmenté d'un facteur 10 la température, on serait passé de 293 Kelvin à 2930. Donc ça fait beaucoup, hein. Et en fait, on ne monte pas aussi haut parce qu'on a une diminution du volume. Hein. Donc, si on utilise la loi PV égale nRT, vous voyez qu'en fait, on a ça qui augmente, mais ça qui diminue. Donc, comme les deux jouent en même temps, voilà, on ne peut pas conclure tout de suite sur la valeur de T. C'est pour ça qu'on utilise le premier principe d'ailleurs. Donc, voilà, 1040 degrés, bon, c'est chaud, mais c'est tout à fait plausible. Voilà, voilà. Alors, je ne vous ai pas mis, j'aurais pu vous mettre une troisième question avec cette compression adiabatique, mais non pas brutale ici, mais quasi statique. Alors, le problème, c'est que si on prend une transformation qui est quasi statique, le calcul du travail ici, il n'est pas possible. Enfin, il n'est pas possible, en tout cas pour le moment, parce que là, on aurait la pression P du gaz, et pas P extérieur. Et cette pression, elle varie au cours de la transformation. Donc, on ne pourrait pas la sortir de l'intégrale. Cette pression, on ne sait pas comment elle varie. Dans le cas isobar, elle ne varie pas, il n'y a pas de problème. Dans le cas isotherme, on sait comment elle varie en utilisant la loi du gaz parfait. Ben ici, on ne pourra pas le faire. Si on utilise la loi du gaz parfait, on va avoir nRT sur V, mais le T n'est pas constant non plus. Donc on est un peu bloqué. Et en fait, on verra comment se débloquer de cette situation dans le chapitre d'après. Donc pour l'instant, je laisse cette situation un petit peu de côté. Y a-t-il des questions sur cet exercice ou pas? Non. Alors, on va faire l'exercice qui suit sur la notion de pression extérieure. Je vois qu'il est déjà 10h30, donc on va peut-être pas faire les trois, ça va être un peu long, je pense. Donc, on va faire plutôt on va faire le deuxième sur la notion de pression extérieure, et puis je vous ferai faire le numéro 3. Je vais vous faire le numéro 3 cet après-midi plutôt que le 8, comme j'avais prévu. Surtout que c'est quelque chose qui est assez proche du cours, donc ça vous permettra de voir si vous avez bien compris ou pas. On va faire plutôt ça. Alors, hop, on rajoute une page. Donc l'exercice 2, il est assez rapide, hein. Il y a moins de calculs que celui qu'on vient de faire. Et s'intéresse à ce que c'est que la pression extérieure. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc on vous dit qu'on a un gaz enfermé dans un récipient fermé par un piston mobile sans masse de section 100 cm². Donc exactement le même dispositif. Alors vous allez voir qu'en thermo, les pistons sans masse qui ferment des cylindres, ça va être très courant. Donc on a une section S. Donc la section, c'est la surface du piston. Hein. Le récipient est plongé dans l'atmosphère à la pression constante P0. Donc on a P0 à l'extérieur qui va agir sur le piston. Et on vous pose trois questions indépendantes. Premièrement, un opérateur comprime le gaz en exerçant une force de 500 newtons constante pendant toute la transformation. Donc j'exerce une force vers le bas parce que je comprime le gaz. De norme, 500 newtons. Déterminer l'expression puis la valeur numérique de la pression extérieure ressentie par le gaz pendant la transformation.
Donc, cette notion de pression extérieure, le mot pression extérieure, le choix du terme est très très mauvais parce que quand on parle de pression extérieure, bah là, nous on a envie de dire que c'est P0. La pression à l'extérieur du cylindre. C'est ce qui est le plus naturel. Moi-même, ce serait le premier truc que j'aurais envie de dire. En fait, cette pression extérieure, il faudrait plutôt l'appeler pression ressentie. Ce serait ça le bon terme. Alors, c'est quoi la pression ressentie? C'est vous êtes dans le cylindre, vous êtes enfermé dans le cylindre, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur. On imagine que les parois sont toutes opaques. Et donc, la pression ressentie, la pression extérieure, c'est la pression que vous avez l'impression de voir s'appliquer sur le piston qui se déplace ici. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette pression elle sera d'autant plus importante que les contraintes extérieures qui s'appliquent sur le piston sont importantes. Cette pression ressentie, c'est quasiment dans toutes les situations la pression finale du gaz. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas un équilibre entre la pression intérieure au gaz ici, la pression intérieure, et la pression qu'il ressent, le piston va continuer à se déplacer. Okay, imaginez que vous avez, donc je vais faire un schéma ici, comme ça, je ne dessine pas le récipient. Vous avez un gaz à la pression P intérieure qui va exercer sur le piston une force ici vers le haut. Cette force, je vais l'appeler F int, elle a une norme P intérieure fois S. Et la pression ressentie ou la pression extérieure, c'est quoi? Donc c'est l'addition de tout ce qui agit sur le piston ici pour le faire descendre. Et donc, quand on se met à l'intérieur ici, qu'on ne voit pas ce qui agit sur le piston, on a l'impression de ressentir une seule force qui s'applique, qui serait une force de pression qui s'écrirait comme ça. D'accord? Donc, pour la personne qui est enfermée à l'intérieur ici, tout se passe comme si on avait un seul truc qui s'appliquait sur le piston, et ce truc, ce serait la pression d'une atmosphère à une pression P extérieure. Alors, je ne sais pas si je suis très clair. Tant que P int est différent de P ext, le piston va bouger. Si P int est plus grand que P ext, c'est la force bleue qui l'emporte, le piston va remonter. Et donc P int va diminuer parce que le gaz se détend. Si P int est plus petite que P ext, c'est le contraire, c'est la force verte qui l'emporte, le piston descend, le gaz se comprime, sa pression continue à augmenter jusqu'à ce qu'on ait un équilibre entre les deux. Donc, le plus simple pour calculer la pression extérieure, donc la pression ressentie par le gaz, c'est de regarder dans l'état final quelle est la pression du gaz en étudiant l'équilibre mécanique du piston. On va le faire. Donc là, c'est de la mécanique. On utilise comme système le piston. On va prendre un axe Z vers le haut. Et on fait un bilan des forces. Voilà. Alors, bon, c'est pas la peine de trop rédiger. Hein. Donc, bilan des forces, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a la force F de l'opérateur, moins FUZ. On a la force de pression atmosphérique. D'accord? Donc, c'est la pression de l'atmosphère sur le piston. Donc, c'est une force qui va être vers le bas. Donc, ça vaut moins P0 SUZ. Faites très attention. Je l'ai déjà signalé à certains sur les copies qu'ils m'ont envoyées. Ne confondez surtout pas la pression et la force de pression. Ce sont deux choses différentes. Donc, la pression ici, elle est liée à la force de pression par l'intermédiaire de la surface. Donc, n'écrivez jamais ici P dans la force. Hein. La force, c'est PS. Et la dernière force qui est là, c'est la force de pression du gaz intérieur qui va être orientée cette fois vers le haut. Donc, ce sera plus P, je vais l'appeler P int SUZ. Il n'y a plus qu'à écrire l'équilibre. Voilà, qu'on va projeter directement sur UZ.
Et donc là, on voit très vite qu'on va avoir P int S moins P0S moins F égale 0. Et donc la pression intérieure à l'équilibre, une fois la compression réalisée, ce sera P0 plus F sur S. Et donc ça, c'est la pression ressentie par le gaz. Pression ressentie par le gaz au cours de la transformation. Est-ce que c'est à peu près clair ou pas? Si je devais résumer en 2 mots, qu'est-ce que c'est que la pression extérieure? Eh ben, c'est la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur le piston, sauf la force du gaz intérieur, divisée par la surface. Donc c'est P0S plus F, le tout divisé par la surface. Et vous voyez que ça fait P0 plus F sur S. C'est ça la pression extérieure. Pour le gaz qui est enfermé dans le piston, que vous appliquiez une force F en plus de la pression extérieure, ou si vous mettez une atmosphère avec une pression qui vaut ça, bah c'est exactement la même chose. Il ressent exactement la même chose, il ne peut pas faire la différence. C'est ça la notion de pression extérieure. Si je fais l'application numérique, alors pensez bien à mettre la pression P0 en pascal, hein, sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Nous avons 100 cm² à convertir en mètres carrés, hein, donc c'est 100 fois 10-4 et 500 newtons. Donc on a 10 puissance 5 plus 500 divisé par 100, 10-4, 1,5 bar. Voilà la pression ressentie par notre gaz. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Non? Bon. Alors, on peut passer aux autres questions. Vous allez voir, c'est exactement pareil. Cette fois, on place une masse de 70 kg sur le piston au départ. Et à un instant donné, on remplace cette masse par une masse de 30 kg. Pareil, quelle est la pression extérieure ressentie par le gaz? Cylindre, piston, masse M0, je crois. M0, 70 kg. On retire la masse et on la remplace par une masse plus petite. Quelle est la pression extérieure ressentie pendant la détente? Alors, il suffit de regarder quelle est la masse qui est posée sur le piston pendant la transformation, c'est-à-dire après le changement de masse, ici, quand le gaz change d'état, commence à changer d'état, et faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Donc là, ce qu'on va prendre comme système, c'est tout ce qui peut éventuellement se déplacer. Donc ce sera piston plus masse. Quelle masse? La masse M1, parce que quand on avait la masse M0, on était à l'équilibre. On refait notre bilan et on recommence. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? On a la pression atmosphérique vers le bas, on a le poids de la masse vers le bas, et on a les forces de pression du gaz intérieur vers le haut. Donc, si je prends un axe UZ vers le haut, comme ça, j'obtiens donc FP atmo qui va s'écrire moins P0S UZ. Je vais avoir FP int qui vaut plus P int SUZ. Et je vais avoir le poids de la masse M1 qui s'écrira moins M1 GUZ. Et comme tout à l'heure, je vais écrire l'équilibre
pour calculer la pression intérieure du gaz à la fin de la transformation. Et donc, je vais obtenir P int S moins P0 S moins M1G égale 0. Et donc, la pression intérieure à la fin de la transformation, qui est égale à la pression ressentie, ce sera P0 plus Mg sur S. Excusez-moi, c'est M1. M1G sur S. Ok. Donc, vous voyez ici, ce qui est important, c'est que c'est la masse M1 qui intervient et ce n'est pas la masse M0. Parce que c'est la masse M1 qui est posée sur le piston pendant la transformation. Si, une fois qu'on a atteint cet équilibre-là, on remplace M1 et on remet M0, donc on va recomprimer le piston, eh bien pendant la compression, cette fois, on aura une pression ressentie P0 plus M0 G sur S. Donc, ce qui compte, c'est au cours de la transformation, qu'est-ce qui s'applique sur le piston, donc sur le gaz, indirectement. Je vais faire l'application numérique. Je crois que c'est 30 kg. Plus 30 kg fois G sur 110 kg. Et ça fait 1,3 bar. Ça va, c'est clair? Allez, on va terminer avec la dernière question, qui est un peu toujours du même style. Cette fois, on a une masse 70 kg posée sur le piston au départ. On a un opérateur qui tire sur le piston avec une force de norme 400 Newton pour provoquer une détente. Alors là, il y a plus de force. Hop, une dernière page. Donc, situation initiale, un gaz avec ici une masse M0, une détente, et donc là on a la masse de 70 kg, on a un opérateur qui tire avec une force vers le haut, on a la pression atmosphérique qui appuie sur le piston, et on a le gaz intérieur qui appuie sur le piston. Bon là je fais exprès de chercher une situation un peu plus compliquée. On ne rencontrera pas de situation avec autant de force en pratique. Nous, on va se limiter au cas 1 et au cas 2 dans la quasi-totalité des exercices. Mais bon, ça permet de voir si on a bien compris ou pas. Donc, toujours pareil, pour avoir la pression extérieure au cours de cette détente, il suffit de regarder à quelle pression correspond la somme de toutes les forces qui s'appliquent sur le piston, sauf la verte. Donc, le poids de la masse, plus la force en rouge, plus la force en bleu. Alors, vous voyez ici, le poids de la masse et la force en bleu, ça va être orienté vers le bas, donc ça va avoir pour conséquence d'augmenter la valeur de la pression ressentie, tandis que la force rouge vers le haut, elle va alléger, si vous voulez, le piston, et donc elle va diminuer la pression ressentie. Le calcul se fait exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc, simple bilan, on prend comme système le piston mobile plus la masse M0. On fait le bilan et puis on écrit l'équilibre. On va prendre un axe Z vers le haut toujours. Voilà, bon, le bilan, je le mets en 3 petits points. On va directement écrire la condition d'équilibre en détaillant les forces. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si je projette sur l'axe Z, vers le haut, donc on a la force en vert, ici, de pression du gaz intérieur. P int S. On a la force en bleu de l'atmosphère, moins P0S. On a la force de l'opérateur en rouge, F, et on a le poids de la masse vers le bas, moins M0G. Voilà l'équilibre. Et donc, la pression finale du gaz quand on atteint l'équilibre, P0 plus Mg sur S, moins
F sur S. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces deux termes-là ont tendance à augmenter la pression ressentie, tandis que la force de l'opérateur a tendance à la diminuer. Voilà, on va faire l'application numérique. 10 puissance 5 plus donc 70 kg. Et la force F, c'est 400 newtons. Voilà, et je trouve 1,3 bar. « 1,3 bar, c'est-à-dire la même chose que tout à l'heure. Donc en fait, ici, si vous voulez, la force F, c'est comme si on avait retiré 40 kg à la masse. Là. Comme si c'est une force de 400 newtons. C'est comme si on avait retiré 40 kg à la masse. C'est exactement équivalent à la situation précédente. Voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Donc, je vais aller mettre à jour le travail à faire pour cet après-midi sur la page du site. Donc, je vous demanderai de faire l'exercice numéro 3 pour cet après-midi. Ceux qui le souhaitent, évidemment, vous pouvez commencer à regarder le 8 ou même le regarder en entier et m'envoyer ce que vous avez fait. Il n'y a aucun problème. C'est même encouragé. De toute façon, on y reviendra lundi matin en cours. Et je vous mets en suivant donc, les 2 petites vidéos là, du cours de ce matin pour que vous puissiez les revisionner s'il y a besoin. Et je vous mets les liens sur le fichier, enfin sur la page des vidéos. Voilà. Je rappelle à tout le monde que lundi après-midi, donc, il y aura un petit test d'1h30 avec un exercice sur la dynamique du solide, un exercice sur le premier chapitre de thermo, c'est-à-dire la loi du gaz parfait essentiellement. D'accord ? Il n'y aura rien sur le premier principe. Alors, bossez quand même un peu le premier principe parce qu'on va en faire toute cette semaine et on va aussi attaquer le cours sur le second principe. Voilà, s'il reste des questions, je serai très heureux d'y répondre. N'hésitez pas. Sinon, je vais vous laisser aller faire votre chimie. Pas de questions ? Moi, j'avais juste une dernière question. Oui. Dans l'exercice du café, quand on calcule delta EM, on dit que delta EP extérieur égale à 0. Mais si par exemple on décale le café sur l'axe horizontal, c'est toujours égal à 0 si Z ne varie pas. Delta EP, tu me parles de la partie du liquide. Hein. Quand on écrit delta EP égale à 0, c'est de delta EP du liquide, pas du sucre, si tu veux. Le sucre a une variation d'énergie potentielle. Oui. D'accord. Mais le café, c'est parce que son altitude ne varie pas. Donc, si tu le déplaces sur un point horizontal, ça fait 0 aussi. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça va couper dans 15 secondes. Donc, je m'excuse d'avance. S'il y a des questions, dites-le moi. Je relancerai une Il y a une question sur le programme de colle. Ouais. Alors, attends. Je coupe et je relance, d'accord?